Bon, مرحبا بكم. أول مرة باش نقري on va faire un cours avec ce Zoom. J'espère que on pourra interagir ensemble. Quand même, c'est très important. Si vous voulez poser des questions, vous n'hésitez pas. Alors, on va voir aujourd'hui le thème des convulsions occasionnelles chez l'enfant. On va commencer par quelques définitions que j'estime très importantes à savoir. Alors, c'est quoi une crise épileptique? C'est tout phénomène clinique qui résulte d'une décharge brutale, hypersynchrone et rythmée d'une population de neurones hyperexcitables. L'expression clinique, elle peut être très variable en fonction de l'origine neuronale et de la manière dont diffuse la décharge neuronale. Alors, c'est quoi des convulsions? En fait, c'est les manifestations motrices d'une convulsion d'une crise épileptique. Et donc, vous imaginez qu'une crise épileptique, elle peut être convulsive ou non convulsive. Ben, c'est quoi une crise occasionnelle? En fait, c'est une crise qui survient chez un enfant qui n'est pas épileptique, qui n'a pas de lésion cérébrale antérieure et qu'à l'occasion d'un facteur déclenchant, qui peut être une fièvre, un trauma crânien, une hypocalcémie, une hypoglycémie, un trouble ionique, les crises occasionnelles sont d'autant plus fréquentes que l'enfant est plus jeune, de sorte que la plupart des convulsions sont occasionnelles chez le nouveau-né. Ok? Alors, l'épilepsie est définie par la récurrence des crises épileptiques. Donc, on ne peut pas parler d'épilepsie après une première crise épileptique. Donc, c'est la récurrence qui permet de définir l'épilepsie. Et une seule crise épileptique ne permet pas de retenir le diagnostic d'épilepsie. Alors, une convulsion, c'est une situation d'urgence qui peut être potentiellement grave. Elle peut mettre en jeu le pronostic vital et sinon le pronostic fonctionnel. De par la durée, parce qu'une crise, une convulsion, lorsqu'elle dure, lorsqu'elle persiste dans le temps, on risque d'avoir un état de mal épileptique. Et dans l'état de mal, c'est une extrême urgence thérapeutique, en fait, parce que le pronostic vital est mis en jeu et sinon, il risque d'y avoir des séquelles définitives et donc un traitement curatif s'impose dans l'immédiat. L'autre élément de gravité, c'est la cause de cette convulsion, parce que Mouchkif, une convulsion à la suite dans le cadre d'une méningite bactérienne ou la dominango-encéphalite, chez l'enfant ou à l'aide d'un abcès cérébral qu'une crise fébrile. Ce n'est pas du tout la même situation d'urgence. Alors, sur le plan éthiopathogénique, en fait, je vais juste, pour dire quelques mots, en fait, le cerveau, il est capable de générer des crises en présence de conditions favorisantes, surtout chez l'enfant où le cerveau il est en plein développement et en pleine maturation, donc il est fragile et hyperexcitable. Et il y a parfois une prédisposition génétique à développer certaines convulsions qui m'a des crises fébriles. On retrouve toujours dans la famille la notion de crise fébrile dans la famille, dans la fratrie ou chez l'un des apparentés de premier degré. Alors, il faut faire attention parce que le mouvement anormal est une crise épileptique. Les mouvements anormaux autres que crise épileptique chez le nourrisson et le nouveau-né, ça peut être des trémulations, qui sont des tremblements des extrémités et du menton qui vont disparaître lorsqu'on essaie d'immobiliser le segment du membre. Ça peut être aussi des frissons. Et là, il faut faire l'apport des choses entre frissons, la rada, en fait, lorsqu'il fait de la fièvre et une crise fébrile. Il faut qu'on fasse la part des choses parce que ce n'est pas du tout la même conduite thérapeutique. Il y a aussi les spasmes de sanglots qui, c'est reconnaissable en fait parce qu'il y a toujours une situation de contrariété, de colère, donc un spasme de sanglots, c'est lorsque l'enfant il va pleurer, il va bloquer, puis il va bloquer sa respiration en expiration. Et donc ce blocage respiratoire est à l'origine de l'anoxie. بعد l'apnée, il va arrêter de respirer, la cyanose, puis en fonction de la durée de l'apnée, survient l'hypotonie et la perte de connaissance. Autre diagnostic différentiel, c'est les malaises graves secondaires au reflux gastro-œsophagien. Et là, possible que
Ce reflux se manifeste par des signes digestifs comme la régurgitation, mais aussi par des malaises graves. Dans l'expression, elle peut se traduire par une hypertonie, une apnée ou un excès de cyanose. Donc, essentiellement chez le nourrisson et le nouveau-né, 4 diagnostics différenciés, les trémulations, les frissons, les spasmes de sanglots et les malaises secondaires à un reflux. Chez le grand enfant, ça peut être tout mouvement anormal n'est pas convulsion, ça peut être une crise de tétanie dans le cadre d'une hypocalcémie, dans le cadre d'un rachitisme, ça peut être le syndrome extrapyramidal suite à la prise de printemps. Ça peut être un malaise vagal déclenché généralement d'une situation de grande chaleur ou de jeûne. Et là, en fait, on peut avoir carrément une perte de connaissance avec une hypotonie, une pâleur et une réduction des globes oculaires. Donc, ça mime à tout point une convulsion. Et il faut faire attention parce que aussi chez l'enfant, chez le grand enfant et même chez l'enfant, tout court au-delà de 6 ans, on peut voir des crises, des conversions histrioniques. Alors, l'orientation étiologique, elle suit immédiatement le traitement d'urgence. Excusez-moi. Donc, elle suit immédiatement le traitement d'urgence nécessaire à l'arrêt de la crise. Parfois, le contexte est très évident. C'est un contexte de trauma crânien, voilà, d'intoxication au CO, voilà, intoxication médicamenteuse, une situation d'anoxie, par exemple, un enfant qu'on retire de la plage suite à une noyade et il convulse. Parfois, il convulse dans un contexte de fièvre et il y a des antécédents convulsifs connus de crise fébrile. Parfois, le contexte n'est pas évident et donc on doit s'aider d'une anamnèse et d'un examen clinique très minutieux et on verra l'indication des examens complémentaires. Alors, l'interrogatoire, on recherche toujours la notion de consanguinité, les antécédents familiaux d'épilepsie, de convulsions fébriles ou de retard psychomoteur, les antécédents périnataux de souffrance, ديما نشوفوا l'adaptation à la vie extra-utérine كيفاش صارت parce que une convulsion qui se manifeste à 5 ans, ça peut être les séquelles d'une encéphalopathie anoxo-ischémique. Un contexte infectieux, en fait, le contexte infectieux actuel, فماش contagio viral, فماش autre chose qui oriente vers un contexte infectieux. La notion de vaccination récente, on a vu des convulsions suite, c'est très fréquent suite à la vaccination par le coqueluche qui n'est pas acellulaire, le coqueluche cellulaire. Fameux des signes fonctionnels d'HTIC. Le développement psychomoteur de l'enfant, c'est très important à préciser. Et est-ce qu'il a bien pris sa vitamine D? Parce qu'on va voir parmi les étiologies des convulsions, il y a l'hypocalcémie dans le cadre d'un rachitisme. Alors, l'interrogatoire s'intéressera aussi aux caractéristiques de la crise. Alors, qu'elle soit localisée ou généralisée, la séquence de survenue, est-ce que initialement une hypertonie, un bar suivi de clonie, est-ce que c'est une atonie, est-ce que c'est des myoclonies, est-ce qu'il y a un signe d'une latéralisation, une rupture de contact, des spasmes, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, la crise, combien elle a duré, le moment de survenue, est-ce que c'est à l'éveil ou au sommeil? Y a-t-il un déficit post-critique? Et les phénomènes associés à la crise, est-ce qu'il a vocalisé? Est-ce qu'il a une perte d'urine? Est-ce qu'il y a des phénomènes végétatifs type apnée, anomalie de rythme cardiaque, cyanose, etc. Alors, l'examen clinique, lorsqu'on assiste à la crise, on a dit le diagnostic il est facile et on peut voir l'enfant en post-critique. Et l'examen, généralement, il est normal. Bon, l'examen peut être normal à distance de la crise. Donc, il faut toujours être méthodique et prendre la température, c'est très important pour les éléments dans les éléments de distinction des étiologies des convulsions. La tension artérielle, le dextro et les bandelettes. Ces 4 éléments sont systématiques. Je répète, la température, la tension artérielle, le dextro et les bandelettes urinaires. On va évaluer l'état de conscience de l'enfant, l'examen neurologique, il y a ou pas un syndrome méningé, fameux des signes d'HTIC, fameux des signes de localisation, fameux un déficit post-critique.
Alors, y a-t-il ou pas un syndrome dysmorphique? C'est très important à savoir, à déterminer, à préciser. Et on va évaluer les acquisitions psychomotrices de l'enfant, évaluer son état d'hydratation, l'examen cutané aussi, et y a-t-il ou pas des signes de rachitisme? Alors, sur le plan examen complémentaire, on verra en bas des indications termes. En tout cas, il faut savoir que l'imagerie cérébrale après une convulsion n'est indiquée en urgence que si on retrouve à l'interrogatoire des éléments pouvant faire évoquer un caractère symptomatique aigu de la crise. Et aussi si l'examen neurologique est anormal, c'est-à-dire un trouble de la conscience persistant ou un déficit focal. Donc, c'est très important à retenir. Moi, face à tout enfant qui convulse, on va faire le scanner cérébral. Non, il n'est indiqué que dans certaines situations. Et on va voir l'orientation étiologique ensemble, en fait, comment raisonner face à quelqu'un qui convulse. L'âge de l'enfant et une fièvre. On va voir en fonction de l'âge les étiologies des convulsions. Alors, chez le nouveau-né et le nourrisson de moins de 3 mois, il faut savoir que même lorsque les convulsions sont dues à une cause infectieuse, en fait, on peut ne pas avoir de la fièvre. Donc, on peut avoir un nouveau-né normotherme, hypotherme, et il a une convulsion en rapport, il a présenté une convulsion en rapport avec une méningite bactérienne. Donc, c'est la fièvre, il faut pas trop, on peut la trouver chez l'enfant, le nouveau-né, mais il ne faut pas trop la prendre en considération dans l'enquête étiologique. Un nouveau-né ou un nourrisson de moins de 3 mois, il peut convulser du fait d'une anoxo-ischémie cérébrale. Donc, contexte d'accouchement dystocique, souffrance fœtale aiguë, mauvais Apgar à la naissance, et il convulse, il peut convulser des H1 de vie, il peut même des convulsions peuvent survenir à H24 et même plus. Un accident vasculaire cérébral, une hémorragie intracérébrale, une hypoglycémie ou une hypocalcémie qu'on voit surtout chez le nouveau-né préma ou de mère diabétique. Et je vous l'ai dit, la méningite purulente, l'encéphalite herpétique ou tout embryo phytopathie. Moins fréquemment, on retrouve les malformations vasculaires cérébrales, les erreurs uniques du métabolisme et les thrombophlébites secondaires cérébrales secondaires à une déshydratation. Une entité très importante à ne pas oublier chez les nouveau-nés et les nourrissons de moins de 3 mois, c'est les crises pyridoxineuses sensibles. Allez, c'est très important parce que ça se traite et donc il y a un traitement mental. Il y a un traitement qui peut faire disparaître les crises. Alors, généralement, les premières crises apparaissent souvent à la naissance, parfois les hétéros. Il y a une accentuation des mouvements actifs fœtaux aussi en rapport avec les convulsions. Les crises peuvent être initialement sensibles aux antiépileptiques conventionnels. On fera des crises cloniques partielles ou bilatérales, des spasmes, des myoclonies, une grande agitation. Et le seul critère diagnostique, c'est la disparition aussi bien des phénomènes cliniques que des anomalies à l'électroencéphalogramme après administration de la vitamine D6. Donc, l'administration de la vitamine D6 fait tout rentrer dans l'ordre. Ça, c'est les crises pyridoxineuses sensibles. Chez l'enfant, donc, on a les étiologies chez le nouveau-né et les moins de 3 mois. Au-delà de 3 mois et jusqu'à l'âge de 4 ans, par ordre de fréquence, c'est les convulsions fébriles, la plus justement dit les crises fébriles qui sont à l'origine de convulsions chez l'enfant. Et le diagnostic le plus grave, c'est l'infection du système nerveux central, c'est-à-dire la méningite ou la méningoencéphalite. Donc la question, un enfant convulse dans un contexte de fièvre, est de savoir est-ce que c'est une méningite ou la. Alors, et donc, la question autrement, est-ce qu'il faut faire l'APL ou pas chez cet enfant, ou ce nourrissant ou ce jeune enfant? Alors, il faut savoir, le diagnostic le plus grave, en fait, il faut l'éliminer à tout prix. Malade qui convulse dans un contexte de fièvre, est-ce que ce n'est pas une méningite? Le moindre doute, parce qu'il y a un signe évocateur ou à la hage, tu dois impérativement éliminer ce doute et faire la fonction lambert. Tu penses à autre hypothèse, tu as éliminé
l'éventualité du méningite parce que quand même c'est une urgence diagnostique et thérapeutique et tout retard de prise en charge, ça aggrave le pronostic. Et donc, au moindre doute, il suffit de méningite, d'un enfant qui convulse, surtout les jeunes nourrissons, les méningites bactériennes, le diagnostic il est très évident chez l'enfant, il y a un syndrome méningeux, il y a une altération de l'état général, blablabla. Mais chez les jeunes nourrissons, surtout les moins de 1 an, il faut être quasiment systématique, il faut faire la ponction lombaire. Convulsion dans un contexte de fièvre chez un moins de 6 mois, c'est systématique, tu fais la ponction lombaire. Sinon, tu as douté par l'examen, tu ne laisses aucune place au doute, tu fais la ponction lombaire, surtout si la crise est focale ou prolongée ou il y a un déficit post-critique. Ok. Alors, on pense, il faut être très clair. Convulsion dans un contexte de fièvre, le diagnostic le plus grave, la méningite ou la méningoencéphalite, on l'a éliminé par l'examen clinique, tant mieux. On pense à autre dialogie. On ne l'a pas éliminé, il faut faire la PL. Et si cette PL est normale, le diagnostic d'élimination, ça reste les convulsions fébriles. Voilà. Là, le convulsion fébrile, on va la classer simple ou complexe parce que ça a des répercussions thérapeutiques et on va déterminer l'étiologie de la fièvre. Dans 90% des cas, c'est une infection virale. Parfois, c'est bactérien. Il faut savoir que, signe d'appel à l'examen clinique, il faut faire le CBU dans l'arrière-pensée d'une infection urinaire. Et sinon, la vaccination par le coqueluche et la rougeole peut donner de la fièvre et faire que l'enfant convulse. Alors, si l'enfant est apéritique, on s'aide de quelques examens complémentaires. Bien sûr, dextrocononarmo systématique, mais il faut faire la calcémie, l'ionogramme sanguin, surtout en présence de troubles digestifs, une gastroentérite, à la suite de ça, il y a une hyponatrémie ou l'hypernatrémie et convulsée. On a une histoire qui fait penser à une intoxication, on demande le bilan toxico. Alors, il faut savoir que l'EEG n'est jamais urgent, sauf si on suspecte une méningoencéphalite herpétique. Et ailleurs, en fait, l'enfant est convulse dans un contexte d'apéritie, on va programmer l'EEG. Il ne faut pas le faire dans l'extrême urgence, il faut attendre un délai de 7 jours pour pouvoir éventuellement identifier un syndrome épileptique. Donc, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le demander. Il a consulté pour convulsion dans un contexte d'apyrexie, on a trouvé un examen neurologique normal, qu'on a peut-être, il va rentrer, c'est l'épilepsie maladie, mais peut-être que c'est la première crise qui inaugure l'épilepsie interne, et donc on va demander un EEG. Il ne faut pas le faire dans les extrêmes. Il ne faut pas les faire dans les jours qui suivent, il faut attendre une semaine, puis programmer l'EEG pour espérer tomber sur un syndrome épileptique. Alors, les étiologies chez les enfants de plus que 4 ans. C'est très important de prendre de façon systématique la tension artérielle parce que ça peut être un mal olympique hypertensif et donc une encéphalopathie hypertensive à la suite de cette HTA menaçante. Et l'HTA, ça se voit dans le cadre essentiellement à cet âge de la glomérulonéphrite post-infectieuse, voilà, du syndrome hémolytique urinique. Le syndrome hémolytique urinique, ça peut dessiner associé, type syndrome d'émateux, oligurie, taprophébiologie, une insuffisance rénale, thrombopénie, anémie hémolytique d'origine mécanique au crochet, ou fait GNA, elle est en pleine période à GNA, un épisode d'angine qui n'est pas bien traité, 15 jours plus tard, il fait une hématurie d'origine glomérulaire et il fait de l'HTA à l'occasion de cette GNA, et HTA même menaçante qui fait qu'il convulse. Alors, ça peut être une intoxication, ça peut être un trauma crânien, une hypoglycémie chez un enfant diabétique sous insuline, donc il faut toujours faire attention, une tumeur cérébrale, un accident vasculaire cérébral ou une hémorragie méningée, et dans le cadre d'un contexte d'anoxie cérébrale aiguë, ça peut être une strangulation, une noyade ou tout autre. À quelle forme de fièvre, pensez à l'encéphalite post-infectieuse et on peut s'aider dans les convulsions dans un contexte d'apyrexie chez le grand enfant, de l'imagerie cérébrale et on va voir les indications de l'imagerie. En fait, essentiellement, s'il y a des signes de localisation, on a des signes en faveur d'une HTIC. Mais donc, ce tableau, il résume les étiologies en fonction de l'âge et en fonction de présence ou pas de fièvre. Donc, ça résume juste ce que je viens de dire.
Mais c'est quoi les crises fébriles? L'origine de quasiment des trois quarts des causes de convulsions dans un contexte de fièvre chez le nourrisson entre 6 mois et 5 ans. En fait, c'est un événement qui survient chez un nourrisson ou un enfant, on l'a dit, entre 6 mois et 5 ans, associé à de la fièvre, sans signe d'infection intracrânienne et sans signe qui évoquerait une toute autre cause définie. Donc, c'est la cause la plus fréquente des convulsions chez le nourrisson. Elle peut être tonico-clonique généralisée de brève durée, comme elle peut être donc tonico-clonique généralisée, elle peut être focale, elle peut être brève comme elle peut être prolongée. Et un grand nombre, ils vont comporter une rupture de contact sans mouvement ou phénomène convulsif, sans phénomène moteur. Et qu'allez, il vaut mieux parler de crise fébrile et non pas de convulsion fébrile. À ça, on a crise fébrile. Mais ça survient toujours dans un contexte de fièvre et généralement, c'est des grandes fièvres. C'est des 39-40 et c'est le moment de la défervescence ou de la fièvre, la montée de la fièvre, que l'enfant va convulser. Alors, on ne dispose pas d'études tunisiennes d'incidence, mais on sait que 2 à 5% des enfants de moins de 5 ans feront une ou plusieurs crises fébriles. Elle est rare avant 6 mois. Au limite d'âge, en fait, on peut parler de crise fébrile. Même aux 3 mois, on peut parler de crise fébrile, mais on ne peut pas parler de convulsion fébrile, de crise fébrile au-delà de l'âge de 5 ans. On a du mal à retenir le diagnostic de crise fébrile avant 6 mois et après 5 ans. Il faut toujours vraiment le garder comme diagnostic d'élimination. L'incidence maximale, elle est aux alentours de 18 mois. Et il faut savoir qu'une crise fébrile peut évoluer vers un état de mal convulsif fébrile. Certes, le risque de survenue d'un état de mal, ça diminue avec l'âge, mais vraiment, le risque diminue après un an, il devient même très faible au-delà de 2 ans. Alors, l'éthiopathogénie des crises fébriles, en fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a certes la prédisposition génétique qui est très importante. Ça a été démontré qu'il y a des loci individualisés comme de susceptibilité, on va dire, aux crises fébriles. Alors, il y a plusieurs facteurs. Alors, il y a certains agents infectieux qui sont incriminés. Il y a une prédisposition génétique par la présence de certains loci, l'interaction, l'effet de certaines cytokines qui sont sécrétées. On passe. C'est les caractéristiques cliniques des crises fébriles. En fait, c'est pas toujours à l'acmé de la fièvre que ça survient. Ça peut être quand même au cours d'une défervescence trop rapide. Souvent, ça survient les premières 24 heures de l'épisode infectieux. Je suis désolée. Et toute maladie fébrile, il faut savoir que toute maladie fébrile de tout enfant peut être à l'origine de crise fébrile. Certes, dans la plupart des cas, c'est une origine virale, mais peut-être comme en absence de signes infectieux, obligatoirement les alarmes de CBU pour éliminer une infection urinaire. Et bien sûr, il ne faut pas penser, la convulsion fait crise fébrile, on a éliminé l'éventualité d'une méningite. On va pas, on élimine la méningite bactérienne ou la méningoencéphalite, toute infection du système nerveux central, bon, ça reste un diagnostic d'élimination. Ce n'est pas logique aussi de dire parmi les étiologies de la fièvre, une méningite. Non, le diagnostic de méningite de crise fébrile, on a impérativement éliminé le diagnostic de méningite bactérienne ou de méningoencéphalite. Alors, la classification, une fois le diagnostic de crise fébrile, la classification simple ou complexe, ça a une répercussion très importante. Tu vas mettre ou pas une prophylaxie. Alors, la crise fébrile est définie simple lorsque ça survient après l'âge de 1 an, lorsqu'elle est généralisée, brève, moins de 15 minutes, crise unique, il n'y a pas de récidive au cours du même épisode fébrile et il n'y a pas de déficit moteur post-critique qui persiste. On peut avoir un petit déficit en post-critique immédiat, mais il ne faut pas que le déficit persiste, sinon c'est une crise partielle, complexe.
Les crises complexes, donc, vous l'avez compris, c'est lorsqu'elle est focale, unilatérale, prolongée, plus qu'un quart d'heure, lorsqu'elle s'est répétée au cours des 24 heures et lorsqu'on a un déficit moteur post-critique qui persiste ou elle a un signe de focalisation. Alors, est-ce qu'il y a un bilan à faire face à une crise fébrile? En fait, si on a l'origine de la fièvre, il n'y a zéro intérêt à faire un bilan pour diagnostiquer une crise fébrile. Ça n'a pas de sens. Sauf pour rechercher l'étiologie de la fièvre. إذا كان فما un foyer évident واضح مثلا il a convulsé dans un contexte de fièvre chiffré à 39-40 et il a une angine. C'est pas la peine d'aller demander ECVU, radiothorax, il a une angine qui explique la fièvre. Par contre, quand on a une fièvre à 40 on a une explication clinique, il faut aller faire quelques examens complémentaires, c'est des bandelettes urinaires, quand on a fait un leucocyte positif et ou un nitrite positif, comme le BCVU, etc. L'EEG, il n'a aucune place dans la crise fébrile. Maintenant, je تطلب EEG face à une crise fébrile, ça n'a aucune indication. Alors, les questions importantes, en fait, 3 points essentiels. Les parents, systématiquement, chez la récurrence des crises fébriles, je t'aide le docteur, est-ce que ça retentit sur le devenir intellectuel? Est-ce qu'il risque de devenir épileptique? En fait, pour essayer de répondre, les parents, texto, il peut récidiver à l'occasion d'une fièvre, une crise fébrile. De toute façon, à la qui a convulsé dans un contexte de fièvre en rapport avec une crise fébrile, ceux-ci ne referont jamais d'autres crises. 30 feront une récidive et 10 feront 3 récidives. Donc, il faut leur dire ça d'emblée. Pour être clair, ça peut récidiver. Alors, qu'est-ce qui augmente, quels sont les facteurs qui augmentent le risque de récidive? La survenue de la première crise fébrile à un âge précoce, moins de 1 an, les antécédents familiaux de crise fébrile, les antécédents familiaux d'épilepsie et lorsque la température elle est peu élevée lors de la crise fébrile. Alors, la question par rapport au devenir psychosocial et cognitif chez l'enfant, en fait, il n'y a pas de différence entre la population témoin et ceux qui ont présenté des crises fébriles. En d'autres termes, il n'y aura pas de répercussions sur le développement psychomoteur de l'enfant et le développement psychocognitif de l'enfant. Le risque d'épilepsie ultérieure, en fait, deux facteurs majeurs, le risque de survenue d'épilepsie. Lorsque la crise fébrile est complexe, c'est-à-dire focale prolongée ou qui se répète dans les 24 heures, et lorsqu'on a des antécédents familiaux d'épilepsie. Ça, c'est des facteurs qui peuvent majorer le risque de survenue d'une épilepsie antérieure, mais il faut attendre et voir. Alors, il faut savoir qu'il y a eu une association entre crise fébrile et ultérieurement le développement de certains types d'épilepsie. On a 4 syndromes en fait, qui ont été associés à des crises fébriles. C'est les GEF+, le syndrome de Dravet, l'épilepsie temporale avec sclérose mésiotemporale et le syndrome hémiconvulsant, hémiplégie définitive. Juste, je vais parler vous dire deux petits mots des épilepsies généralisées avec crise fébrile. C'est le syndrome GEF+, en fait, qui a été décrit en 1997. Il est caractérisé par la survenue de crises fébriles du nourrisson de l'enfant qui vont persister au-delà de l'âge de 6 ans. Et c'est des crises convulsivement fébriles avec d'autres manifestations épileptiques et aussi des crises partielles. Donc, le tableau électroclinique, en fait, il est plus ou moins typique d'une épilepsie généralisée idiopathique. Et la réponse, elle est très variable aux antiépileptiques, en fait, au sein même d'une même famille. Et on peut observer un déficit intellectuel. L'imagerie, elle est quasiment tout le temps normale. Entre autres, elle peut mettre une petite sclérose, une possible sclérose de l'hippocampe, conséquence à ces crises. Alors, sur le plan génétique, en fait, 3 gènes ont été jusqu'à ce jour identifiés, le SCN1B, le SCN1A et le GABRG2. Bon. Alors, y a-t-il moyen de prévenir les crises? Est-ce qu'il faut indiquer de façon systématique l'évaluation en cas de fièvre? La question est non, non, non. Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'un enfant consulte aux urgences avec une fièvre à la suite de convulsions, il était fébrile à 40, on va le transférer par exemple vers l'urgence périphérique
l'hôpital, on ne va pas donner du Valium prophylactique. Blax, il risque d'induire ou aggraver l'état de conscience, aggraver, il va altérer l'état de conscience de l'enfant, donc on va être gêne sans aucun bénéfice. Zéro. Ça n'a pas été démontré que le Valium, en cas de fièvre, diminue le risque de récidive. La dépakine, la dépakine, en fait, une crise fébrile complexe, il faut donner la dépakine. Les critères de complexité, je les ai cités, et la dose, c'est 20 à 30 mg kg par jour jusqu'à 2 ans sans crise. Il faut bien, lorsqu'on instaure le traitement, il faut bien le dire aux parents. Alors, on est parti pour traiter 2 ans par la dépakine. On commence par 20 mg kg, la dose minimale. Et dès qu'on avec 20 mg kg, ce n'est pas la peine d'aller à 30 ou à 40 mg kg. Il faut être à la dose, rester à la dose minimale possible qui a pu éviter la récidive. Et il faut savoir que la dépakine, on l'instaure parce que si ça ne va pas annuler le risque de récidive. Alors, si jamais il récidive les convulsions, les crises fébriles, alors qu'il est sous dépakine, on va minimiser le risque d'un état de mal. On va minimiser le risque d'état de mal. Elle engage le pronostic vital et neurologique de l'enfant. Mais, bien sûr, le traitement de la crise, ça, on le fait d'emblée en parallèle avec l'enquête étiologique. On est en train de prendre, il faut libérer les voies aériennes, aspiration ciliaire des sécrétions, mettre les lunettes d'oxygène pour assurer, il faut que la saturation soit au-dessus de 95%. Il faut qu'il y ait une voie, on essaie de poser une voie veineuse périphérique, on vérifie le dextro et c'est un enfant qui ne va pas manger dans les... donc on va mettre une perfusion par voie IV. La sédation de la crise se fait par la première molécule à administrer, c'est le Valium, le diazépam. À la dose intrarectale de 0, je vois d'abord 0,5 mg kg, ne pas dépasser 10 mg. l'ampoule هذيك كامله 2 سي سي اللي فيهم 10 ملغ ما نفوتوهاش مش خاطر يوزن 25 باش نعطيوه une ampoule écart ولا حاجه donc non c'est 10 mg maximum. إذا كان la crise ne cède pas au bout de 2-3 minutes on répète le Valium. كان entre temps صارت له fois عدلوا par voie IV ça sera 0,3 mg kilo. Il faut savoir que نجمو نعطيو الفاليوم كما نجمو نعطيو l'Ativan. La dose, c'est 0,1 mg kg sans dépasser 4 mg par crise. Et les crises ne cèdent pas, c'est qu'on est dans les définitions d'un état de mal. C'est des crises qui récidivent. On n'arrive pas à faire céder les crises au bout de la deuxième dose de Valium. Et bien sûr, il faut, quand il a convulsé du fait d'une hypoglycémie, bien sûr, il faut assurer une perfusion et un bolus de G10 sain et une perfusion de glycosé. Je me rajoute avec l'hypoglycémie. Alors, c'est quoi la définition d'un état de mal? En fait, bon, c'est une urgence thérapeutique et engage pronostic vital à court terme et le taux de mortalité est de 5% chez l'enfant. Et il y a le pronostic fonctionnel à moyen et à long terme, il est mis en jeu et sinon, il y a le risque d'épilepsie ultérieure. Alors, la définition en fait à retenir, c'est des crises intermittentes. Entre-temps, il y a un état de conscience normal, ou elle a une crise qui dure depuis plus que 30 minutes. Donc, c'est la récidive des crises sans reprise de l'état de conscience entre les crises, ou elle a une seule crise, mais qui dure dans le temps. Ça peut être un enfant épileptique connu, il y a un traitement anti-épileptique et il fait un état de mal. Ce n'est pas la même démarche diagnostique, la même démarche que face à un enfant qui n'est pas connu épileptique, qui fait un état de mal inaugural, on va dire, occasionnel, lors d'une circonstance particulière, en relation soit avec une infection cérébrale aiguë, comme une méningite bactérienne ou la méningoencéphalique ou une ADEME, il va faire un état de mal, ou elle a une perturbation systémique qui retentit sur le cerveau, qui m'a une hypoglycémie, ou une hypocalcémie. Mais chez un enfant épileptique connu, en fait, ça peut être, il a fait un état de mal, ça peut être en rapport avec soit un arrêt ou un sous-dosage en antipéleptique, et donc il faut savoir doser les antipéleptiques que l'enfant prend. Il y a une affection intercurrente qui m'a une état fébrile ou une infection intercurrente
qui fait qu'il décompense son épilepsie sous un mode état de mal, ou elle a ma privation de sommeil, qui regarde trop la télé, une hygiène de vie mieux correcte. Alors, les facteurs péjoratifs, c'est la durée de l'état de mal. Généralement, si une crise elle est partie pour durer plus que 5 minutes, c'est que c'est de mauvais pronostics pour pouvoir la céder, pour pouvoir l'arrêter après une dose de Valium. Souvent, c'est qu'elle va continuer. Le retard de prise en charge, les complications systémiques qui peuvent survenir et l'étiologie sous-jacente et le caractère latéralisé des convulsions. مشكل صغير يعمل état de mal convulsif في contexte à crise fébrile عمل 40 فيبر وعمل état de mal. مشكل واحد يعمل méningite bactérienne et fait l'état de mal. C'est que vraiment la méningite elle est compliquée, une lésion qui fait convulser, qui fait qu'il soit en état de mal ou quelque chose. Alors, les complications systémiques, il faut savoir qu'elles varient en fonction de la durée et de l'état de mal. Les premières 30 minutes, en fait, on a tout ce qui est signe d'hyperadrénergie, l'hyperglycémie. Donc, on a qui a un dextro à 2 grammes alors qu'il vient de convulser. Une HTA, une tachycardie, une arythmie cardiaque, une hyperventilation avec acidose métabolique, surtout lactique. Et, bas de 30 minutes, nous allons plutôt l'hypoglycémie, l'hypotension, l'hypoxémie, l'hypercalémie en rapport avec l'activation musculaire et donc peut être à l'origine d'une arythmie cardiaque avec l'hypercalémie et la rhabdomyolyse. Et sinon, comment prendre en charge un état de mal? En fait, toujours les mesures générales de réanimation et le traitement spécifique de l'état de mal. Les mesures générales, c'est libération des voies aériennes, c'est assurer une oxygénothérapie correcte. Généralement, les lunettes d'oxygène suffisent. Vérifier l'efficacité circulatoire, l'apport glucosé adapté, il faut lutter contre l'hyperthermie et deux voies veineuses périphériques. Les molécules, il y a les benzodiazépines, c'est des agonistes des récepteurs GABA qui ont une grande rapidité d'action. On les utilise de première intention. Leur effet secondaire essentiellement, c'est la dépression respiratoire et leur effet hypnotique. Alors, la deuxième famille, c'est les barbituriques. En fait, c'est des agonistes aussi des récepteurs GABA, mais à action prolongée. Et c'est essentiellement le gardénal. Avec la dose de charge, la dose d'entretien, je vais en parler. Il y a aussi les phénitoïnes, la phénitoïne. L'avantage, j'ai un effet dépresseur central, mais ils peuvent donner comme effet indésirable l'hypotension artérielle, ils peuvent allonger l'équité et ils sont peu sédatifs. Le phénitoïne, il est au dilantin, ouais, la phosphénitoïne, elle est au prodilantin. Alors, il faut toujours penser que les traitements, la prise en charge d'un état de mal convulsif, occasionnel ou inaugurant une épilepsie, traiter la cause ou le facteur déclenchant primordial. C'est primordial. Et je reprends. Alors, un enfant qui n'est pas connu épileptique et il fait un état de mal convulsif. Là, il faut mettre en d'autres termes, le Valium le Valium 10 mg de Maralola, ou 0,5 mg kilo sans dépasser 10 mg de Maralola. La crise n'a pas cédé. On a donné une deuxième dose de Valium. Et la crise n'a pas cédé. On est dans la définition d'un état de mal. Et là, il faut donner le gardénal. Le gardénal, à la dose de 20 mg kilo le bolus. Au bas de bolus, on donnera la dose d'entretien qui est de 5 mg kilo. L'alternative l'autre, le gardénal, on peut donner le dilantin, surtout si les crises sont partielles ou il y a des lésions focales. Chez un enfant épileptique connu qui fait un état de mal, en fait, là, il faut traiter toujours le facteur déclenchant, il faut penser au sous-dosage et donc à l'arrêt du traitement et donc doser le traitement antiépileptique et il ne faut surtout pas arrêter le traitement antiépileptique en cours, sauf si c'est la même famille. Un enfant qui est sous Rivotril, sous Dépakine et Rivotril, par exemple, Péros, et il fait l'état de mal. Un enfant épileptique qui fait un état de mal, on va le mettre, la molécule de première intention, c'est le Rivotril, on ne va pas mettre le gardénal. Donc, on va mettre le Rivotril, dose de charge, on va dose sur 6 heures, on va dose sur 18 heures.
Mais entre-temps, on ne va pas arrêter la dipakine. Donc, Hattakin n'est pas en état de boire le médicament, avaler le médicamentaire, on prend tout le par son nasogastrique. Il ne faut pas arrêter le traitement antiépileptique. Bien sûr, on ne va pas mettre Rivotril IV et Rivotril Péros. Là, on risque le surdosage. Mais on garde les molécules, les miches de la même famille. OK? Et donc, voilà, ça résume ce diagramme, ça résume la prise en charge. Donc, là, la crise n'a pas cédé. On a une deuxième dose, la crise n'a pas cédé. On est dans l'état de mal, qui est connu épileptique. On va mettre le Rivotril d'emblée et le dilantin. Le Rivotril, comme une dose de charge, la dose, c'est 0,05 mg kg. On bat à 0,1 mg kg sur 6 heures. On bat à 0,1 mg kg sur 18 heures. Du coup, il aura reçu presque 0,2 mg sur les 24 heures. Mg kg, 10 mg kg. Et nous mahosh épileptique connu et il fait un état de mal. En fait, on va donner le Gardémal. La dose de charge, c'est 20 mg kg en nivellante 20 minutes. Ça se dilue fait le G5. Et le lendemain, on donnera la dose d'entretien. Mais si au bout de ce traitement, l'état de mal n'a pas cédé, c'est qu'on est en état de mal réfractaire. Et là, il faut penser ventiler l'enfant, l'assister sur le plan respiratoire et le curariser pour espérer avoir un... L'objectif est d'avoir un burst suppression, c'est-à-dire un EEG où il n'y a plus de convulsions. Les molécules de l'état de mal réfractaire, il y a le déprimant, le propofol, le thiopental, le lipnovel, le midazolam. Pour conclure, je dirais que l'état de mal, c'est une urgence de prise en charge. Les conséquences systémiques risquent de mettre en jeu le pronostic vital. Sinon, le pronostic fonctionnel qui est mis en jeu par les conséquences cérébrales. Il faut faire la part des choses entre un état de mal qui survient chez un enfant épileptique et un enfant qui n'est pas épileptique. Il faut toujours rechercher et traiter les facteurs déclenchants et traiter l'étiologie de ces convulsions. Je vais passer sur les syndromes épileptiques, je vous épargne ça. Je vais juste rapidement 4 cas cliniques pour illustrer ce thème. En fait, alors, le petit Ahmed âgé de 8 mois, il est admis pour convulsion dans un contexte de fièvre. Il n'a pas d'antécédents personnels ni familiaux particuliers, ni par voie basse, un bon agar, une bonne application à la vie extra-utérine, un poids de naissance à 3,5 kg. Il a un bon développement staturo-pondéral et psychomoteur. Alors, l'histoire, ça remonte à 24 heures. Il a fait une fièvre chiffrée à 38,9, altération de l'état général et tendance à être tout le temps endormi. Donc, 14 heures le jour de son admission, survenue d'un accès d'hypertonie avec révulsion des globes oculaires, des mouvements cloniques de l'unicorps gauche pendant 10 minutes ayant cédé aux urgences par du Valium. Au service, il récidive une deuxième crise généralisée et cette fois-ci, il reçoit le Valium en intractal, puis le Gardémal. C'est un enfant qui n'est pas connu épileptique. Alors, à l'examen, il est fébrile à 39,5, il a un Glasgow à 10, il est Glasgow pédiatrique à 10, il est hypotonique, il a une hémiparésie gauche, il a les pupilles intermédiaires réflectiques, une fréquence cardiaque à 100 battements, une tension artérielle à 90-50, normal pour l'âge, un dextro 1 g 9, c'est normal parce qu'il vient de convulser, et du fait de l'hyperadrénergie et tout ça, et une saturation sur le net à 100%, pas d'hépatosplenomégalie. Alors, les hypothèses diagnostiques, altération de l'état général, altération de l'état de conscience progressivement. Ça fait 24 heures qu'il a commencé l'altération de l'état neurologique et il a convulsé. Donc, une atteinte encéphalytique. Donc, c'est la méningo-encéphalie. Elle a une méningite bactérienne compliquée, elle a une méningite bactérienne, elle a une encéphalomyélite aiguë disséminée. Et là, comment on va pouvoir avancer? En fait, il va falloir faire la ponction lombaire. Cet enfant avait quand même des signes de localisation, donc mini-parésie gauche, donc il fallait quand même faire le scanner avant la PL. Le scanner était normal et l'examen du LCR montre 86 éléments blancs après dominance lymphocytaire. Il y a des éléments rouges à 420, pas d'hypoglycorachie et l'albumurachie elle est 0,9. C'est très important et il faut analyser tous les éléments de la ponction lombaire parce que
Pléocytose sans hypoglycórachie, c'est pas bactérien. Qu'est-ce qui bouffe les glucoses sur l'LCR? C'est les bactéries. Donc, une méningite bactérienne, c'est plutôt une méningoencéphalite. Et la seule, une méningoencéphalite, et celle qu'on peut traiter en fait, qui est accessible à un traitement, c'est l'herpétique. Donc, il a eu le Zovirax 500 mg par mètre carré fois 3 par jour. Et a posteriori, un PCR herpès fortement positif et la culture qui est bien sûr négative. Je dis le traitement méningoencéphalite herpétique 15 à 20 jours. En fait, ça dépendra de l'LCR, l'analyse du LCR du 15e jour. Alors, l'IRM cérébral chez cet enfant a montré des lésions corticales en hypersignal temporal droit et le EEG réalisé à J3 montre des signes de localisation, donc un foyer temporal droit avec un ralentissement global. Voilà. Alors, méningoencéphalite, il faut évoquer devant toute convulsion, avec fièvre, avec trouble de la conscience. Ça commence quand même relativement progressivement. Il y a de l'altération de l'état de conscience, où il convulse. Mais j'aime chez vous, méningoencéphalite, 10 heures, il joue, il m'a et 11 heures, il convulse. Non, il y a une petite altération qui s'installe de l'état général, de l'état de conscience qui s'installe progressivement. Alors, donc, les arguments sont cliniques, électroencéphalographie, PCR dans le LCR et l'IRM cérébral. Il faut instaurer rapidement le traitement paracyclovir par le Zovirax et aussi le traitement symptomatique s'il y a une détresse hémodynamique, respiratoire ou tout autre. Et quand même, le pronostic il est d'autant plus réservé que la prise en charge est tardive. Alors, le deuxième cas clinique, Mariam âgée de 13 mois qui a administre des convulsions avec fièvre. Elle n'a pas d'antécédent particulier, elle a un bon développement psychomoteur, vaccinée correctement selon le calendrier tunisien. Et depuis 4 jours, elle fait une fièvre chiffrée à 39 avec une petite rhinite, sans trouble de transit, sans symptômes respiratoires. Elle consulte le dispensaire local et là, elle reçoit l'amoxicilline et l'hyperalgan. Bon, on pose la question à la maman, qu'est-ce qu'on a traité? Je n'en parle la Bon, on n'obtient pas trop d'informations. Entre-temps, elle n'a pas décroché, elle va de plus en plus mal, elle consulte ce jour suite à la survenue d'une crise convulsive tonico-clonique généralisée de durée 4 minutes. Et l'examen trouve un enfant fébrile à 38,9, polypnique à 35 cycles par minute, tachycarde à 120 battements par minute, une tension artérielle correcte, un dextro normal, somnolente, difficilement réveillable, avec une fontanelle antérieure tendue, hypotonie globale et elle n'a pas de déficit moteur post-critique. Une seule hypothèse diagnostique, c'est la méningite bactérienne. Et l'examen du LCR montre un aspect effectivement trouble du LCR, 700 éléments blancs avec 80% de PNL, une hypoglycórachie très profonde à 0,3, ça c'est un facteur de mauvais pronostic, et une hyperalbuminorachie très importante à 1,1 millimol par litre. Et à l'examen direct, coccygramme positif. Donc, il fallait instaurer une antibiothérapie en urgence par du claforant, céphalosporine 3e génération, 300 mg kg, associé à la vancomycine dans le but pneumocoque à sensibilité diminuée et donc association obligatoire de la vancomycine, vu que احنا في تونس ماناش معناتها تو نتحل البنeumocoque في la vaccination. Le Gardinal, parce que l'enfant a déjà convulsé, donc il faut le donner en prophylactique ici. C'est pas la crise à l'acidité, donc mais le Gardinal fait situation méningite bactérienne, elle a déjà convulsé, il faut le donner. Bon, on peut donner le Ladépakine, le choix de la molécule, on sait que ça va être une prise d'antiépileptique de façon transitoire ou passagère. Donc, on donne le Gardinal et on va en fonction de l'EEG arrêter ou pas le Gardinal. Et on va surveiller la température, les constantes hémodynamiques et respiratoires, surveiller l'état neurologique et le périmètre crânien et rechercher d'autres localisations infectieuses. L'évolution, un J3 de traitement antibiotique, la fièvre elle a persisté, survenue d'un état de mal convulsif qui a cédé sous Rivotril. La TDM, bien sûr, on craint une complication. Donc, on demande la TDM et on va contrôler la PL. La TDM cérébrale montre un abcès cérébral de 8 mm au niveau frontal. Heureusement, bon, l'évolution, elle est dans les médias favorable, mais elle a gardé cet enfant comme séquelle, une épilepsie et un retard psycho-intellectuel moderne. On passe au troisième cas clinique. Ahlem
âgée de 9 mois sans antécédent admise pour convulsion dans un contexte de fièvre. Donc, accouchement voire basse, poids de naissance 3,8 kg, Apgar 9, 10, 10, développement psychomoteur normal, assise avec aide à 7 mois, assise seule depuis quelques jours, donc elle a a priori un développement psychomoteur qui est normal, diversifiée correctement, vaccinée correctement, elle a reçu la vitamine D qu'à l'âge de 15 jours, elle n'a pas reçu à l'âge de 6 mois. L'histoire remonte à ce jour. En fait, fièvre chiffrée à 38,7, rhinite claire, pas de trouble de transit et survenue d'une crise convulsive tonico-clonique généralisée qui a duré 3 minutes avec révulsion des globes oculaires et un coma post-critique de 10 minutes. Donc, les alarmes d'urgence trouvent un enfant eutrophique, fébrile, dextro à 0,89, tension auriculaire, fréquence cardiaque correcte, dans le sang, elle est un peu tachycarde, mais sans plus, examen neurologique normal, chapelet costal à l'examen clinique avec des bourrelets métaphysaires. Et là, le seul examen à faire, en fait, chez un enfant qui n'a pas reçu de prophylaxie par la vitamine D, c'est la calcémie. Et en fonction de la calcémie, on complétera bien sûr le reste du bilan phosphocalcique, c'est-à-dire la phosphorémie, phosphatase alcaline, PTH, pour stadifier ce rachitisme. Et chez notre patiente, en fait, la calcémie était à 1,6. Donc, très très basse. Il faut savoir la calcémie, elle est très bien régulée. À 2,1, c'est une hypocalcémie, c'est inférieur à 2,2. À 1,6, c'est une hypocalcémie très très profonde. Avec une phosphorémie basse à 1,3, avec une phosphatase alcaline très augmentée, une hyperparathyroïdie secondaire, la 25 hydroxyvitamine D était à 8, donc basse. Donc, c'est un rachitisme carentiel favorisé par la non-prise de vitamine D. Et là, la conduite, c'est corriger la calcémie par voie IV, parce que c'est une hypocalcémie symptomatique de convulsion. Et quand on normalise, on arrive, après avoir entamé le traitement par calcium, on instaure le traitement par vitamine D. Il ne faut pas le faire avant parce que ça risque d'aggraver l'hypocalcémie. Alors, la question que je pense certains se poseront, il était fébrile quand même cet enfant. En fait, on a vu on a remarqué, on a constaté, ça a été rapporté d'ailleurs sur les différentes web, que il peut rester longtemps asymptomatique avec cette hypocalcémie, fièvre et hypocalcémie, et ça fait qu'il convulse. Les deux, ils vont favoriser la survenue de convulsions. Là, on ne peut pas dire que quand même il a convulsé de fait de la fièvre seulement. Il a une hypocalcémie à 1,6. Donc, c'est les deux qui potentialisent le risque de survenue de convulsions. Alors, dernier cas clinique, en fait, le petit Youssef, âgé de 14 mois, amené aux urgences pédiatriques par ses parents pour convulsion dans un contexte de fièvre, chiffré à 39. Il a présenté des mouvements tonico-cloniques généralisés de durée 2 minutes avec séance péribuccale et un coma post-critique bref. L'interrogatoire, en fait, avec les parents et la lecture du carnet de santé, il n'y a aucun souci à se faire. La grossesse est règle, l'accouchement, la période néonatale, les vaccins sont à jour et tout ça. Et l'examen aux urgences, en fait, il était parfait. معناتها كما نقولوا مهبط القشره من السماء هي معناتها بارفي يعني تاع نورولوجيك نورمال فيبريل يجري في الكلوار وكل شيء il a un fontanet normal tendu pas de point d'appel infection. Là le diagnostic paraît évident, ça peut en aucun cas être une méningite bactérienne ou la méningoencéphalite, c'est une crise fébrile simple parce que c'est une crise qui a duré ما فماش حتى critère de complexité généralisé bref qui n'a pas récidivé et tout ça. La question qu'on se pose, faut-il hospitaliser l'enfant? En fait, c'est discutable. Quand la famille et les parents sont bien, l'entretien il est correct, face à la crise fébrile, face à le risque de récidive, quand les 24 heures la ligne ça peut récidiver, où ils sont conscients de c'est quoi une crise fébrile, on peut lâcher l'enfant. On sait, bien sûr, on sait la fièvre mine عنده rhinopharyngite, عنده angine, عنده حاجة qui explique la fièvre. Là, on peut laisser partir l'enfant. La seule chose qu'il faut vérifier, c'est que les parents ont compris le message et ont compris la conduite face à une récidive. Et bon, إذا كان عندنا un examen كان l'origine de la fièvre واضحة, c'est pas la peine de demander aucun examen complémentaire. Bon, كما نقولوا
le profil des parents, ils ont été très inquiets. Il a convulsé. Tu sens que la maman, elle est du genre à trop paniquer au coucher. Il faut pas prendre ça à la légère. Il faut hospitaliser l'enfant pour l'observer, pour revérifier que les parents, la maman a très bien compris la notion de crise fébrile et tout ça. Donc, on peut se donner le temps d'une courte hospitalisation pour expliquer ça. D'autant plus que les canards rhinopharyngite, tu ne vas pas mettre de traitement antibiotique parce que c'est grave. Il peut récidiver la fièvre et tu te retrouves dans l'embarras. Il a récidivé. Donc, c'est en fonction du niveau d'éducation des parents et de leur compréhension et aussi de l'accessibilité d'une structure hospitalière à une structure hospitalière. Moi, je parle de là où je travaille, ça sera léger crise fébrile بعيد 80 كيلومتر عليك. أقرب سبيطار ليه urgence ليه ولا حاجة se situe à 50 km. Donc là الحقيقة l'accessibilité aux soins بعيدة ça prendra du temps et donc là il faut prendre le temps de l'hospitaliser, le garder en observation, expliquer et réexpliquer aux parents. Est-ce que chez cet enfant qui a présenté une crise fébrile complète, simple, plutôt, il y a indication à envisager un traitement anticonvulsivant préventif? Bien sûr, on a dit non. On peut éventuellement mettre une ampoule de Valium, le prendre في الفريجيدير, لا قدر الله l'enfant récidive les convulsions, on fait un bout de sonde et une ampoule de Valium, ما تستعملهاش sauf si il récidive. Quand il récidive, تستعملها en intrarectal et tu le ramènes à la plus proche structure hospitalière. On peut enseigner aux parents l'usage d'une ampoule de Valium à domicile. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait à le service. Et avec diagnostic, crise fébrile, simple, tu ne vas pas instaurer de traitement prophylactique anticonvulsivant, on lui donne une ampoule de Valium et on explique aux parents comment l'utiliser en cas de récidive. Z avec un il a récidivé, c'était bref, on n'a pas eu le temps d'instaurer le traitement, c'est pas la peine si la crise a cédé de donner du Valium. Voilà, je vous remercie.